Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et bienvenue dans une vidéo prototype top. Je crée un jeu de société, le résumé. En effet, durant la semaine passée, je participais à une game jam organisée par Do It Your Game. Je l'ai fait en live et je me suis dit qu'une petite vidéo YouTube résumée un petit peu de tout ce qui s'est passé en termes de création, en termes de game design, eh bien ça pourrait peut-être vous intéresser. Mais tout de suite, n'hésitez pas non plus à me dire si ça pourrait peut-être vous intéresser de retrouver sur YouTube eh bien, le replay, la rediffusion de tous les lives que j'ai pu faire, à savoir, et c'est pour ça que ça m'intéresse vos commentaires, que certains de ces lives ont duré parfois 3 ou 4 heures, et donc je me suis dit que ça ne pouvait peut-être pas être hyper pertinent de les mettre sur YouTube, mais peut-être que ça pourrait vous intéresser. Voilà un petit peu pour la base. Donc dans cette vidéo, ce que je vais essayer de faire, c'est vous résumer d'où on est parti et où nous sommes arrivés. En effet, comment est-ce qu'on peut arriver de quelque chose comme ceci, une petite feuille A4 où on note quelques informations, qu'on en passe ensuite avec utiliser des cartes d'un jeu, de cartes, on va dire traditionnel, pour en arriver à une version prototype et peut-être en arriver à une version comme celle-ci, finale, print and play, respectant toutes les contraintes qui étaient demandées. Pour rappel, c'était organisé par Do It Your Game, à qui je fais un énorme coucou et je les remercie énormément pour tout le travail qu'ils proposent parce que c'est génial, c'est à ma connaissance, une des seules associations qui propose des game jams autour du jeu de société au niveau francophone. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres associations, d'autres événements qui organisent des game jams au niveau francophone, ça m'intéresse énormément. Alors, on est parti, rentrons tout de suite, reprenons à la base. À la base, la Game Jam, elle commence par une petite vidéo. Et dans cette vidéo, on nous donne les contraintes que je vais vous donner pour le résumé de cette vidéo, ce qui paraît assez logique. Tout d'abord, nous avions la première contrainte qui est 10 pages recto, ou alors 5 recto verso, règles comprises. Donc moi, j'étais parti sur une idée de 2 pages de règles et 8 pages de jeu. Ne vous inquiétez pas sur les grosses fautes d'orthographe que vous allez voir partout, c'est tout à fait normal, c'est vraiment un fichier où on prenait des notes à la volée. Deuxième information, deuxième contrainte, il fallait des cartes uniquement des cartes. Pas de petits pions, pas de crayons, rien du tout. Et donc ça, c'était une contrainte de game design. 8 ans et plus, donc à partir de 8 ans, 3 minutes d'explication maximum pour la règle de partie et 20 minutes maximum pour la partie. Enfin, nous avions le thème qui était entre Loire et forêt, car la Game Jam est en partenariat avec le festival qui se déroule à Saint-Jean-de-Bray, et donc c'est leur slogan. Donc qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Première chose, prendre note, évidemment, des contraintes. Deuxième chose, la contrainte qui me posait le plus de problèmes, c'était de comprendre le thème entre Loire et forêt, de comprendre ce que c'était Saint-Jean-de-Bray, de savoir un petit peu, de savoir un petit peu ce dont on allait parler, et pour ça, il a fallu que je me rende sur Wikipédia. Mais pas seulement sur Wikipédia, c'est juste que comme c'est une vidéo résumée, je vais pas vous faire tout le déroulé, mais de manière générale, j'ai été découvrir le blason, j'ai été lire un petit peu où est-ce que ça se situait, Saint-Jean-de-Bray avec son logo, essayer de comprendre un petit peu, la situation géographique, où est-ce que c'est situé en France, parce que désolé, je ne suis pas français, donc je savais pas où c'était Saint-Jean-de-Bray. On a pris quelques informations aussi sur est-ce qu'il y a des éléments historiques importants. On a découvert le château de la Charbonnière, qui était un château un peu intéressant, un élément à peut-être devoir intégrer au jeu pour essayer de respecter le thème. Le slogan entre Loire et forêt signifiait en fait simplement effectivement que Saint-Jean-de-Bray il est littéralement situé entre la Loire et la forêt. Donc il y avait un petit peu ce travail de recherche qui était assez léger, mais que je trouvais hyper intéressant pour comprendre un petit peu justement comment fonctionne on va dire cet endroit, et pour pouvoir après dans la création peut-être pouvoir ajouter des petites touches et essayer de respecter le thème parce que c'était pas facile, surtout le blason on représente différentes choses avec les différentes couleurs. Donc ça, je me suis dit, ça c'est intéressant, c'est pas mal à prendre en compte et c'est comme ça qu'on va peut-être pouvoir avancer. Donc d'ailleurs, vous pouvez voir les premières notes, château de la Charbonnière, il y avait de l'eau, de la forêt, il y avait des zones géographiques, il y avait la saison de la montée des eaux, et ensuite, donc voilà, c'était des notes à la volée. On avait pris aussi des notes ici, de manière générale, à volée. Vous voyez, château de la Charbonnière, inversation des effets. Je prenais des notes à gauche, à droite, à la volée, avant de partir dans l'idée des premières mécaniques que je vais vous expliquer. Mais l'idée, c'était de prendre des notes à la volée. Très rapidement, j'ai fait des premières estimations de combien de cartes je pouvais avoir. Hyper important pour pouvoir essayer de créer du game design. J'avais droit à 36 cartes recto verso. Et donc j'étais en mode, ok, il faut que je calcule pour que mon jeu tienne là-dedans. Et tout de suite, je me suis dit que les règles, je les écrirais sous forme de cartes pour essayer de récupérer un peu plus de cartes aussi.
Ensuite, eh bien le gameplay, on est parti au départ un petit peu sur une idée du jeu Timeline. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu historique, où vous devez placer des cartes entre deux dates et vérifier si votre carte est bonne, si la date est bonne. Eh bien je me t'ai dit, c'est pas mal pour respecter l'idée du slogan qui était entre Loire et Forêt. Je me suis dit, ça pourrait être pas mal un jeu où il faut arriver à essayer de se placer entre justement. Et je vais vous montrer un petit peu les premières réflexions que nous avions eues. Les premières réflexions qu'on avait eues, je vais bouger ça et ceci pour que ce soit plus facile, ça aurait été qu'il y avait par exemple un chiffre 2, un chiffre 10 tout à droite, donc un chiffre, un logo, ce genre de choses, et qu'ensuite les joueurs, ils avaient des cartes en main, et qu'ils devaient automatiquement toujours devoir placer entre 2 et 6. Donc par exemple, entre 2 et 10. Par exemple, ils jouent le 6. Et du coup, le joueur suivant, il devait placer entre 2 et 6, ou entre 6 et 10. Imaginons que le joueur suivant, il a ça, hop, 8, et ainsi de suite, jusqu'à des situations où, par exemple, entre 6 et 8, hop, il y a 7 tout pile, entre 6 et 5, hop, c'est tout pile, et peut-être que si un autre joueur avait des cartes différentes, eh bien, c'était pas possible pour lui de pouvoir placer le 2, ou par exemple, le 6 parce qu'il avait déjà en main, et donc il y avait des effets négatifs. On était parti un petit peu là-dessus. On avait fait différentes phases de test, donc ça a commencé sur cette idée-là, de jouer entre, et puis après, au fur et à mesure, ça se réduisait. Sauf que ça marchait pas très bien parce qu'en fait c'était trop facile, vous voyez, de compléter la ligne de manière générale avec les chiffres numériques, c'était trop facile. Du coup, on était venu sur une idée on pouvait superposer. On aurait pu, il y aurait eu des couleurs. Ah, je vous fais vraiment résumer. Donc il y aurait eu le joueur noir contre le joueur rouge. Et bien le joueur noir, il aurait pu superposer. Et l'idée c'était qu'une fois que la suite complète était finie, donc en imaginant qu'il y avait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et bien on observait combien il y avait de couleurs en supériorité. Donc par exemple là il y a une couleur en supériorité, il y a une couleur noire et 3 couleurs rouges. Et bien c'était le joueur rouge qui aurait gagné des points parce qu'il fallait essayer de s'arranger pour jouer la dernière carte. Et puis alors du coup on a été encore un peu plus loin. Ouais, j'essaye de vous faire des gros résumés, on était encore plus loin en se disant, alors du coup il faudrait qu'il y ait des effets. Quand on joue certaines cartes, il faudrait qu'il y ait des effets. Donc voilà un petit peu un premier résumé de où on en était parti, où il fallait placer ces cartes entre la Loire et la forêt. Et au centre, on aurait placé le château de la Charbonnière, donc j'aimais bien l'idée de peut-être placer une carte centrale, carte de départ. Le but au début, c'était de placer toutes les cartes de sa main, et à la mécanique d'un tour, on devait simplement placer une carte en respectant la contrainte. Il y aurait eu un système de chiffres, mes 4 jouer entre, posséder le même chiffre, on aurait pu défausser des cartes pour appliquer leurs effets. Donc on a vraiment beaucoup chipoté autour de cette proposition, et justement, on est même parti autour du fait de les idées des effets de cartes. On pourrait gagner des points, on pourrait enlever une carte du chemin, il pourrait y avoir une carte qui t'autorise à superposer, parce qu'avant c'était peut-être pas possible. On aurait pu voir la main du joueur. Vous voyez, plein de cartes, des effets différents, on les a essayés. Et donc c'est ça hyper important en termes de game design, c'est tout de suite, moi très rapidement, vous voyez, j'ai pris un paquet de cartes Bicycle, j'ai commencé à être... Il faut faire preuve d'imagination, il fallait imaginer qu'on irait plus loin dans le jeu, mais c'était, est-ce que les mécaniques de base du jeu me conviennent? Ok, ça me plaît pas mal, et puis après essayer de voir, est-ce que ça fonctionne en fait? C'est ça la première question que je me demandais, c'est, est-ce que ça fonctionne ou pas? Et j'avais personnellement besoin de visuellement pouvoir chipoter, toucher de la carte, clairement, et essayer de voir, ok, ça fonctionne pas. Et essentiellement, ce qui a assez vite arrivé à nos yeux, c'est que c'était trop facile de placer les cartes. Donc peut-être que la méca n'était pas parfaite, mais qu'il y avait une idée à creuser. Deuxième chose, c'est que c'était de plus en plus compliqué, parce que pour arriver à garder un jeu, je voulais essayer de garder un jeu qui était le plus pur possible, et ça devenait de plus en plus dur avec cette mécanique-là, parce que comme vous l'avez compris, le jeu était très facile. Trop facile, il fallait que j'amène des effets, il fallait que j'amène des règles supplémentaires, et il fallait pas qu'on oublie que le jeu devait s'expliquer en 3 minutes, et aussi à partir de 8 ans. Et chaque fois, j'étais en mode, ok, il faut que je puisse expliquer qu'un enfant de 8 ans puisse jouer à ce jeu. Même si, attention, et on l'a dit plusieurs fois dans le live, faut pas considérer que les enfants de 8 ans ne savent absolument rien faire. Au contraire, ils savent jouer à des jeux de société, mais c'est bien s'il y a des adultes qui sont là pour les accompagner d'une certaine manière. Mais du coup, moi j'avais l'impression, et je pouvais me tromper, mais c'était une impression, pour travailler dans l'enseignement aussi de manière générale, j'avais vraiment l'impression que le jeu, plus je le complexifiais de plus en plus, et donc il devenait de moins en moins accessible pour des enfants de 8 ans. Après, je pouvais tout à fait me tromper, mais donc dans l'idée, on était en train de se dire, on va un peu creuser peut-être une autre proposition. Et ça, c'est hyper important de oser faire un errata
abandonner tout ce qu'on avait fait et se dire, ok, on reprend la base, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Avec cette base-là, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer quelque chose de différent? Et là, on avait trouvé une petite idée très intéressante. Je pense que je l'ai noté un peu plus bas, donc voilà, j'essaie de faire mon résumé de tout ce qui s'est passé en live, hein, donc ça doit être une vidéo qui ne doit pas durer trop longtemps, mais voilà, l'air de rien, il s'est passé beaucoup de choses en une semaine de temps de live où j'ai fait beaucoup d'heures de live. Et bien justement, je pense que c'est l'autre idée où c'était le but d'avoir le plus de points dans la partie, ou le moins de points. Et là, je dois vous montrer, c'est là où notre idée est venue, et puis après vous allez voir un peu, c'est d'autres choses qu'on a pris, on a pris énormément de notes, mais la mécanique finale est arrivée comme ceci. La mécanique finale, elle s'est transformée en plutôt quelque chose comme ceci. 2 et 10. Vous voyez, 2 et 10. Le joueur, il a ses cartes en main, et il doit jouer entre 2 et 10. Donc, par exemple, il pourrait jouer le 8. Et là, au lieu de le jouer entre, il superpose un des deux paquets. Et donc, par exemple, il joue ici, à droite, et là, on devait jouer entre 2 et 8. Et l'autre joueur suivant, entre 2 et 8, ah ben ça marche. Il pourrait, par exemple, jouer le 6, entre 6 et 8. Eh bien, justement, le joueur suivant, il a le 7. Et là, tout de suite, une règle qui est venue, c'est de se dire, ah ben voilà, 6-7, on ne peut pas jouer entre, donc le joueur suivant, il peut jouer ce qu'il veut. Ok, il peut jouer 5. Et à chaque fois, je prends la même main, mais vous imaginez que c'est des joueurs différents. Hein. Et puis là, l'autre joueur suivant, il a que le 7, entre 5 et 7, c'est pas possible. Ah zut, je prends un paquet et ça se transforme en carte négative parce que j'ai pas réussi à jouer entre. Alors, tout ça, ça a été énormément travaillé en live. Hein, on n'est pas tout de suite arrivé à quelque chose qui est assez propre dans ce que je vous présente. Hein. Clairement, il faut le savoir. Mais c'était pour vous faire un petit résumé de la mécanique de base. C'était de se dire, ok, on transforme tout en 2 paquets de cartes. Entre 2 et 7. Et tout de suite, là, enfin, je sais pas si vous vous imaginez, mais tout de suite, ça fonctionne beaucoup mieux. Problématique, c'était que parfois jouer entre, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, et qu'il fallait peut-être essayer de proposer quelque chose pour pallier à cela. Et c'est là où, déjà, première chose qu'on s'est dite, c'est que toutes les cartes ne seraient pas distribuées, et qu'à chaque tour, quand j'ai joué une carte, je pioche une carte. Et au fur et à mesure, il y a un paquet qui va descendre. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça aussi? C'était en réflexion sur pas l'excitation, mais le plaisir de jeu, et qu'il y ait différents moments de jeu, c'est-à-dire qu'au début de la partie, on a beaucoup de choix, on pioche des cartes, et donc il y a des grandes chances qu'on sache jouer. Puis il y a un moment dans la partie, au milieu de partie, ouais, c'est plutôt milieu, fin de partie, le paquet de cartes central dans lequel on pioche se vidait, et là on rentrait dans une phase où il fallait un peu avoir calculé, parce que l'air de rien, on va plus piocher de cartes, donc on a de moins en moins de cartes dans notre main, et donc logiquement, moins on a de cartes dans notre main, moins on a de choix, et donc plus on a de chances de ne pas savoir jouer. Donc il y avait différents moments à la partie, et ça on trouvait ça hyper intéressant. On va aller revoir un petit peu toutes les notes que je prenais, et donc soit on jouait entre les chiffres demandés, et puis après on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas compléter un dessin? Ben oui, pourquoi pas avoir 2 choses sur une carte, c'est-à-dire un chiffre numérique et un dessin. Et alors là, on est parti sur notre ami Canva pour faire du design. Parce qu'en fait, quand on a eu cette idée-là, j'ai testé un petit peu. Donc, on revient sur... On a l'idée de compléter un dessin, on a l'idée de chiffres. On verra bien s'il y a des effets ou pas. On ne sait pas encore trop si on va mettre des effets ou pas. Mais mécaniquement, on a essayé entre 2 et 7, ça joue 5. Entre 5 et 7, ça joue 6. On peut jouer ce qu'on veut. J'ai essayé un petit peu et ça fonctionne. Il y a quelque chose de bien travaillé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire pour nous? Eh bien, selon moi, il fallait que je parte un petit peu sur le design des cartes parce que mécaniquement, on commençait à avoir pris des notes, on commençait à avoir eu une idée assez bonne et je me suis dit, ok, il me faut maintenant qu'on parte sur le design parce que si on part pas sur le design, eh ben j'arrivais pas à me rendre compte de ce que ça pourrait à quoi ça pourrait ressembler, sur une carte. Donc revenons à notre Wikipédia, mais partons sur Canva. Canva, je vais peut-être faire une vidéo complète un moment sur Canva, j'ai fait une vidéo sur comment j'utilise Canva. On est parti sur Canva, et alors on est parti sur plusieurs idées, avec chiffres numériques, et il y aurait un dessin qui serait divisé en 2, parce que l'idée c'était, tout de suite c'est venu de se dire, ok, il faudrait que le dessin soit complété avec une autre carte. Donc on s'est dit, est-ce que sur une carte il n'y aurait pas le même chiffre, avec le dessin des 2 côtés, pour qu'on puisse le compléter. On était parti aussi sur une autre idée, qui était cette carte-ci, avec une moitié de dessin, et cette carte-ci, avec une autre moitié de dessin. Et vous voyez que tout de suite, il y avait des réflexions à devoir faire et il fallait essayer. Et pour essayer, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un ami qui s'appelle Tabletop Simulator. Alors là, je vous montre un petit peu la version finale, version finale du prototype, clairement, mais vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble et je vais vous parler un petit peu de toute cette évolution et de comment nous y sommes arrivés. Mais de manière générale,
on a essayé un petit peu sur Tabletop Simulator, différentes justement situations où on jouait différentes cartes et on essayait de voir un petit peu comment cela se passait. Revenons à notre ami Canva, parce que ça nous a pris beaucoup de temps. Donc vous allez voir des choses, des éléments finaux, hein, parce que je les ai pris dans différentes étapes, mais je vais aller vous montrer, on va passer sur les règles, que je vais revenir là-dessus après. Ceux-ci sont les effets de cartes qui sont arrivés après, justement. Et voilà, une carte, plutôt celle-ci, une carte terminée. Une carte terminée, on s'est dit, ok, chiffre, on allait répéter le chiffre en bas à droite, parce que sinon la carte faisait un peu vide. Moitié de dessin à gauche, et du coup, il y a une autre carte qui compléterait le dessin, qui pourrait compléter le dessin au niveau de ma flèche, là, vous voyez. Et en haut à droite, on s'est dit on allait répéter aussi le dessin. Donc vous voyez qu'en diagonale, c'est toujours répété en termes de design, ça permet de facilement pouvoir te repérer. Et donc on a par exemple le 6 aussi, avec château, on a le 8 avec la forêt. Et là, par rapport au dessin, il y a eu un travail, donc je vais retourner voir les effets de cartes. Mais par rapport au dessin, on s'est dit entre Loire et forêt. Donc j'ai été chercher un dessin qui me faisait penser à la Loire, un dessin qui fait penser à la forêt, et un dessin du château de la Charbonnière, en tout cas d'un château, parce que ça représentait, je trouvais, pas mal Saint-Jean-de-Bray. Donc on avait nos dessins, on les a divisés en deux, et on a commencé à travailler sur les chiffres qu'on devait installer. Donc on a décidé qu'il y aurait des chiffres de 1 à 9, de manière tout à fait purement simplement. Et ensuite, on a dû commencer à réfléchir que quand on faisait un dessin, on a fait plein de tests différents. On s'est dit, mais quand on fait un dessin, ça pourrait être pas mal qu'il y ait un effet. Et justement, c'est pour ça que vous voyez une iconographie. On s'est dit, bah oui, un dessin, quand on complète un dessin, on fait un effet. Un effet de voler d'une carte, un effet de changer de sens. En fait, on a essayé plein d'effets différents. Là, pour le coup, on est clairement complètement revenu sur même la précédente version du jeu. Et justement, c'était intéressant. On est revenu sur des précédentes versions de jeu en se disant, attendez, on avait pensé à des effets de cartes, est-ce qu'on ne peut pas peut-être les reprendre pour les intégrer dans notre nouvelle version. Enlever une carte du chemin, par exemple, on aurait pu faire un effet comme celui-là. Une carte qui t'autorise à être superposée, changer de sens de jeu, vous voyez, faire perdre un point à quelqu'un, copier l'effet d'une autre carte. En fait, on est revenu voir les anciens effets qu'on avait commencé à travailler en se disant lesquels sont les mieux. On en a essayé plein des différents, et au final... Parce que voilà, vous imaginez bien, je pense, et je pense que ce sera assez bien dans la vidéo, mais voilà, on a fait différents effets de dessin, enfin, on a essayé différents effets, et puis ensuite, celui qui fonctionne le mieux, c'est celui qu'on garde, celui qui est le plus équilibré, qui est peut-être le plus simple. En tout cas, il fallait essayer, en fait. Aussi simple que ça, il faut essayer pour pouvoir voir un petit peu ce que ça fonctionne. Et on en a sélectionné 3. Le premier effet, c'est celui-ci, c'est qu'on allait donner une carte négative d'un joueur vers un autre joueur. Ça permettait un petit peu de rééquilibrer s'il y avait des gros paquets qui étaient pris. Je vous rappelle que quand on ne savait pas jouer, eh bien, il y avait un paquet qui devait être pris. On a fait changer sens, parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, le sens dans lequel on jouait, c'était pas inintéressant de changer de sens pour que ce soit pas tout le temps la même personne avant nous. Et enfin, on a fait un effet qui était de jouer à l'extérieur des chiffres demandés, en se disant, bah oui, on demande tout le temps de jouer entre dans la partie, bah là on va contrecarrer cette règle en demandant de jouer aux extérieurs. Quand on a fait ça, on a eu un petit souci. C'était que parfois, alors là je vais essayer d'aller vous montrer ça dans Tabletop Simulator, c'était que parfois, il y avait je vais devoir tricher un petit peu, hein, vous ne m'en voudrez pas, il y avait un dessin, par exemple, vous voyez, comme ceci, on complétait le dessin. Donc on complétait le dessin de la forêt. On complétait le dessin de la forêt, et puis le jour suivant, hop, il recomplétait le dessin de la forêt, et puis le jour suivant, hop, il recomplétait le dessin de la forêt, et ainsi de suite. Parce que je vous rappelle que maintenant, on avait une nouvelle règle, c'était soit, je vous remonte, possibilité numéro 1, je joue entre les deux chiffres numériques demandés, sur une des deux piles. Soit, je complète un dessin, et en complétant un dessin, je réalise un effet. Et donc, il y avait deux possibilités de jeu. La deuxième possibilité du jeu, le compléter un dessin, devenait de ce fait, en permettant de compléter à chaque fois le même dessin, eh bien tout le temps plus intéressante, essentiellement parce que quand vous complétiez un dessin, vous faisiez un effet, il n'y a pas d'effet négatif, et en plus de ça, vous pouviez jouer peut-être n'importe quelle carte. Donc là, on s'est dit, moi personnellement, ça me dérangeait. J'avais envie de quelque chose où jouer entre était parfois plus intéressant d'une certaine manière, parce que c'est quand même le concept même de base du jeu. Et là, idée très sympa, c'est j'avais déjà eu l'idée des cartes, pour faire des cartes de rappel des effets, pour que les joueurs se souviennent des effets. De manière générale, comme ça évite de retourner dans les règles de jeu, je trouve ça hyper important. Et là, on s'est dit, quand quelqu'un va compléter un dessin, donc on imagine que là, le dessin est complété, hop, on allait retourner la carte, et elle devenait indisponible, impossible à réaliser. Et ça, c'est une petite idée, mais qui a vraiment fait beaucoup dans le jeu, parce que tout de suite, hop,
on complète le dessin, c'est visuellement très simple et à comprendre, le dessin est complété, on ne peut plus faire la forêt. Et donc le joueur suivant, il ne pouvait pas jouer, par exemple, son 8 forêt, justement, parce qu'il ne peut pas compléter le dessin. Par contre, il peut jouer pour le chiffre numérique, et si jamais il complétait le dessin, c'est pas grave, on ne peut pas faire l'effet, j'ai enlevé l'effet. Vous voyez, visuellement, on se repère, je ne peux pas faire l'effet. Je ne sais pas si vous captez, mais c'est des petites idées de game design qui sont hyper importantes et qui aident à la fluidité du jeu, sans pour autant le complexifier. Et après, on s'est dit, comment on va pas faire qu'on doit faire tous les dessins, mais simplement qu'il y en a, quand il y a un autre dessin qui est retourné, le précédent redevient disponible. Et donc, il y a toujours 2 dessins disponibles, un indisponible. Donc, en fait, de base, ça venait dans l'écriture de la règle, on disait, on ne peut pas réaliser le même dessin que celui précédemment réussi. Enfin, ça venait d'une phrase. Et c'était compliqué, on se dit il y a des gens ils vont oublier, puis après on va jouer plein de cartes, on va oublier qu'on avait fait la forêt, puis on s'est dit mais attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen que dans le jeu, matériellement parlant, il y ait quelque chose qui représente le dernier dessin réalisé. Et donc ça nous a énormément aidé. Et là, on n'a pas tout fini, hein, désolé, la vidéo prend un peu longtemps, j'espère qu'elle vous plaît, parce que j'essaie vraiment de vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, de vous faire un gros résumé, et j'espère que ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse, évidemment, parce que si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, j'arrêterai de les faire. Hein. Moi j'aime bien vous partager un petit peu ça, mais c'est toujours cool d'avoir un petit retour de votre part. Alors, partons là-dessus, et alors ensuite on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait aller? En fait, de base, il y avait aussi les dos de cartes. Les dos de cartes, c'était des points négatifs. Je vais essayer de vous les retrouver. Les dos de cartes, c'était des points négatifs, et c'était le blason de Saint-Jean-de-Bray. Et moi, en fait, ça me dérangeait. Parce qu'en fait, je trouvais que ça, c'était joli comme dos de cartes, mais ça me dérangeait parce que pour moi, le blason de Saint-Jean-de-Bray, c'était quelque chose de sympa. C'était quelque chose de positif, et en fait, là, c'était vu comme quelque chose de négatif. Donc, je me suis dit, ça va pas, il faut un petit peu travailler autrement. Et peut-être trouver une solution. Et alors là, en faisant des recherches, nous avons découvert qu'il y a une créature mythique, une monstrueuse qui a côtoyé Saint-Jean-de-Bray, ou en tout cas la Loire, qui s'appelle la Velue. Alors on a été chercher, il y avait différentes images de la Velue, et j'ai sélectionné celle-ci que je trouvais un petit peu plus mignonne. Et la Velue, en fait, c'est un monstre un petit peu qui était dans l'étang de la Loire, enfin dans l'étang de la Loire, ça ne se dit pas, vous aurez compris, mais bref, c'est un monstre qui a existé, et on s'est dit, il y a un côté sympa, et justement, la Velue, ça pourrait être les points négatifs. Donc, de nouveau, un petit travail de design sur le dos des cartes. J'ai voulu faire une petite tache autour de la Velue pour essayer de montrer, d'arriver à repérer que c'est un point négatif. Et donc, les dos des cartes se sont transformés en points négatifs de la Velue. Et là, j'avais envie qu'il y ait une solution, parce qu'on avait une autre problématique. Je vais essayer de vous montrer ça là. On avait une problématique. C'est que parfois, on avait des gros paquets. Et donc, on a essayé plein de règles différentes. Hein. On va faire comme ça. Enfin, voilà. On a essayé plein de trucs différents. On a essayé que quand un joueur ne savait pas jouer, donc on imagine, je sais pas jouer, eh bien, on a essayé la première possibilité qui était, il devait prendre le paquet le plus gros. Donc, il y avait un énorme paquet, j'exagère vraiment, il n'y a jamais ça dans le jeu, mais c'est pas grave. Il n'y a jamais ça dans le jeu, même de manière générale, mais c'est pour vous expliquer. Il devait prendre l'énorme paquet. Et donc là, vous imaginez, il se retrouverait avec tout ça, et au final, toutes des cartes négatives. Et le problème, c'était qu'il n'y avait quasi aucune manière pour lui de s'en débarrasser, vu que je vous rappelle qu'en termes d'effet, il y a donné une carte seulement. Donc on s'est dit, est-ce qu'on donnerait pas le paquet? Mais alors ça transformait le jeu, et ça le rendait vraiment pas sympathique, parce que ça devenait trop chaotique. Donc on s'est dit, ok, ça marche pas. Parce que prendre le plus gros paquet, ça bloquait. Ensuite, on a décidé de dire, on peut choisir le paquet qu'on prend. Mais même, comme ça, parfois, il y avait une problématique, c'était que, de manière générale, on peut choisir le paquet qu'on prend, mais même un petit paquet, parfois, si les deux paquets sont assez bien équilibrés, on se faisait avoir, et encore une fois, il y avait un joueur qui perdait. Alors, il faut revenir au fait que c'est un jeu qui est en prototype, il y avait toutes des choses à améliorer, et surtout, de manière générale, c'est un jeu qui est très rapide, donc c'est le genre de jeu où peut-être que oui, il y avait ce système de quelqu'un a pris plein de cartes, il y a des grandes chances qu'il ait perdu, mais c'est pas pour ça que la partie était complètement finie, puisque le but du jeu, c'était pour que la personne gagne, il faut qu'il y ait le moins de cartes devant lui. Mais donc même la personne qui a perdu, ça devient une influence politique d'une certaine manière, parce que donc la personne, on sait tous qu'elle a perdu, mais donc on va aller moins l'embêter, première chose, et deuxième chose, cette personne-là, elle va peut-être, même si elle sait qu'elle a perdu, elle peut, en fonction de ses affinités, essayer de s'arranger pour que ce soit quelqu'un en particulier qui gagne et faire partie de la victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait quand même ce truc-là, mais j'avais envie d'essayer d'aller plus loin. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de créer un meilleur équilibre, créer une situation qui permettrait d'éviter de se ramasser un énorme paquet? Et deux choses nous sont apparues. Et là, je vais vous le montrer sur Tabletop Simulator. À mon avis, ce sera plus facile.
Tadam, deux choses nous sont apparues. Alors je triche encore un petit peu, hein, de manière générale. Voilà. Première possibilité. Donc vous voyez qu'ici, il y a des paquets que 2 cartes, hein, mais vous pouvez imaginer qu'il y a des gros paquets. Et je me suis dit, tiens, les dessins, c'était pas facile à compléter. Sauf si on les permettait sur les extérieurs. Et alors là, je me suis dit, tiens, on devrait permettre de compléter un dessin sur un extérieur. Et de créer un 3e paquet. Et en faisant cela, vous voyez, hop, en faisant cela, on éliminerait, on mettrait dans une défausse, le paquet qui ne correspond pas au dessin, en plus de réaliser l'effet. Et ça, je me suis dit, est-ce que c'est une règle un peu complexe pour des enfants de 8 ans et tout? Puis après, on s'est dit, mais en fait, non, c'est assez logique visuellement, de manière générale. Il y a un dessin, donc s'il y a un paquet en trop, on l'enlève. Et ça a déjà permis une chose, ça a permis de éliminer des gros paquets, d'une certaine manière. Ça a amené plus de stratégie, plus de possibilités de jeu, parce que du coup, on pouvait jouer à droite. On peut jouer du coup maintenant à droite et à gauche du paquet d'une certaine manière si le dessin le permet. Et ça, c'était pas du tout inintéressant, c'est très sympa. Et vraiment, ça a éliminé parfois des gros tas parce que quand il y avait un énorme tas, si les joueurs ne s'arrangeaient pas pour le faire disparaître, eh bien, il y avait des risques. Et du coup, ça a amené de la tension dans la partie, donc c'était très très chouette. Donc ça, c'est la première chose qu'on a intégrée. La deuxième chose qu'on a intégrée, et vous l'avez peut-être remarqué depuis quelques temps, c'est les blasons. Ça s'est intégré vraiment dans la fin du game design, et donc on arrive tout doucement bientôt à la fin de cette vidéo, je pense, même si elle fait déjà 25 minutes. Eh bien, c'est justement ce système de blason. Ce système de blason, on l'a essayé de différentes manières. En fait, on est parti dans une idée où on s'est dit, tiens, est-ce que si par exemple, on ferait pas la velue, mais vous imaginez qu'elle aurait été divisée en 4, et que quand tu avais 4 cartes qui formaient la velue devant toi, tu vois, en imaginant qu'elle était divisée et que tu arrivais à reformer la velue parfaitement, en imaginant que c'était des morceaux différents de cartes, eh bien hop, on pouvait les éliminer et ça ne nous faisait pas des points négatifs. On a essayé ça, et ça marchait moyennement bien, c'était pas facile, en termes d'équilibrage, il fallait mettre plusieurs morceaux différents, c'était intéressant comme idée de mécanique, et moi je l'ai gardé en disant, c'est quand même sympa, mais je cherchais quelque chose de plus simple. Et en fait, le plus simple, eh ben, c'est justement devenu le fait que, et là je crée 2 paquets hein, comme ça, de manière générale, quelque chose de simple. Étape 1, si je ne sais pas jouer du tout, je prends un paquet au choix. Et là on s'est dit, c'est plus simple de faire un paquet au choix. Et alors là tout le monde dit, bah oui, bah alors on a toujours tendance à vouloir prendre le paquet le moins grand. Pas obligatoirement, oui on aura tendance à faire ça, mais pas obligatoirement si on était un petit peu observateur. Et imaginons que je prends ce paquet-ci. Eh bien, avant de retourner les cartes face cachée devant moi, toute carte qui aurait un blason va dans la défausse. Donc elle n'est pas retournée, ce n'est pas une velue, le blason devient quelque chose de positif. Eh bien, le blason élimine la velue. Et donc cette carte-là, je ne la mets pas. Celle-là, point négatif. Celle-là, point négatif. Et celle-ci, pas point négatif. Et donc, au lieu de, sur 4 cartes, j'en ai pris que 2 points négatifs. Si j'avais pris ce paquet-ci, bon là, il y en avait une et une négative, donc j'aurais eu un point négatif. Donc vous voyez qu'en termes d'équilibrage, en fonction du paquet qu'on prend, ça va encore. Et donc ça demandait un petit jeu d'observation, pas un grand jeu de mémoire du tout, mais de manière générale dire je pense qu'il y avait beaucoup de blasons dans ce paquet-là, donc je vais tenter le coup et essayer de mieux m'en sortir par rapport à cela. Donc voilà un petit peu où on en est arrivé, ce qu'on en a fait, et un petit peu le résumé un petit peu de tout le jeu. Je vais aller regarder un petit peu où est-ce qu'on en a fini. Donc quand on complète enfin oui, il y a eu plein de notes qui ont été prises, pas seulement là, beaucoup de notes orales hein, ou de discussions avec le chat. Merci à tous ceux qui ont participé dans les lives d'ailleurs, parce que vous êtes hyper intéressants en termes d'interactivité. J'ai ensuite, évidemment, comme vous avez pu le voir là plutôt, fait un prototype que j'ai pu aller tester. J'avais pas fait recto verso parce que c'était assez compliqué, mais du coup j'avais fait les différents effets de cartes. Une fois qu'on avait fait tout ça, je vais vous montrer, on a dû continuer dans Canva. Oui, on a dû continuer dans Canva toutes les cartes. Donc on a été faire les différentes cartes, vous voyez. Et surtout, on a dû faire un gros travail sur l'écriture des règles qui devait tenir en 4 pages. Ça n'a vraiment pas été facile. C'est pas magnifique. Hein. Vous voyez, donc vous voyez un petit peu les règles. Ça a pris quelque chose comme 3-4 heures d'écriture de règles pour que, 1, elles soient super simples, on l'espère, et que 2, compréhensibles, et qu'elles tiennent en 4 cartes. De manière générale, j'espère y être arrivé. C'est vraiment pas facile ce système-là, surtout pas pouvoir mettre de dessins, d'illustrations, ce genre de choses, alors que de manière générale, d'habitude, je le fais. Donc clairement, on est sur quelque chose où je me dis,
Zut alors, j'aurais bien voulu pouvoir faire plus long en termes de règles, plus d'images. Mais donc ça nous a pris beaucoup de boulot, beaucoup de travail sur l'écriture d'une règle, c'est difficile. Hein. Beaucoup de travail sur quelle phrase est la meilleure, la plus compréhensible et va amener le moins de questions possible. Ça, un gros travail là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo à un moment dédiée plus sur comment on fait ce genre de travail et d'écriture de règles, les cartes avec les effets recto-verso, et puis après les différentes cartes qu'on a dû rééquilibrer aussi sur le chiffre et pas la répartition du nombre de cartes, parce qu'il y a 4, 5, 6, il y en a un peu plus, et des 1 et des 9, et des 2 et des 8, et des 3 et des 7, il y en a un peu moins, en termes de calcul, de stratégie, je sais plus si j'ai plus l'image là, mais vous voyez, il y avait une courbe. Mais les dessins, comment ils étaient placés, pour qu'ils puissent se compléter, qu'il y ait les mêmes différences de chiffres entre chaque type de dessin. C'est peut-être un peu complexe comme ça, mais imaginez qu'il y a eu un travail d'équilibrage de manière générale sur justement ce jeu avec les différentes cartes. Une fois qu'on a eu ça, il a fallu aller créer notre version print and play. Et une fois qu'on a eu la version print and play, tadam, on peut enfin y arriver. Version print and play avec un petit travail sur le recto verso. Petit tips, truc et astuce que j'ai découvert, c'est que si vous voulez que cette carte-ci soit son recto et que vous voulez que le verso, si vous voulez qu'elle ait un verso, il faut que le verso, vous le placiez à gauche. Regardez la deuxième image. Vous voyez, c'est placé à gauche. Et si vous faites ceci, quand vous allez imprimer en recto verso immédiatement, ça va bien s'imprimer. Si vous le placez au même endroit, donc c'est-à-dire que si je place mon image recto ici et mon image verso ici sur la page suivante, ça va pas bien s'imprimer. Alors j'ai un truc assez simple pour se rendre compte de ça. Et imaginez que ça c'est la page A4. Là, il y a mon doigt, c'est une carte. Je mets mon pouce de l'autre côté. Je tourne la main. Vous voyez que vous devez le mettre à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, hop. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me rendre compte de mon erreur parce que j'avais littéralement fait cette erreur-là. Donc voilà, on est parti sur le print and play qui au final fait tout à fait 10 pages, tout pile. J'ai rentabilisé tout, même en utilisant un petit peu la partie non... qui sera découpée, mais juste pour rappeler que c'est moi qui avais fait le jeu, mes informations de contact, et puis redire un petit peu à partir de combien c'était pour 2 à 4 joueurs. Donc voilà, je me suis dit comme ça, je fais un petit rappel, et voilà, on a le jeu qui est au complet et qui est terminé. Et la vidéo est déjà sans doute peut-être trop longue, vous êtes peut-être même déjà parti. Si vous n'êtes pas parti, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner, ce serait super cool de manière générale, et peut-être, je ne l'ai pas fait au début de la vidéo, et j'aurais clairement dû, parce que peut-être que les gens vont pas rester jusque là, mais j'aimerais bien que vous puissiez peut-être venir me suivre sur la chaîne Twitch que je vais vous remontrer. Hop là, normalement c'est ce que vous voyez, oui. La chaîne Twitch, Cléonis, barre en dessous stream, 457 followers, c'est quand même pas mal. Il faut vraiment que vous vous abonnez, pas vous abonnez, mais que vous mettiez la petite cloche ou le petit cœur. Mais je crois que même il faut mettre la petite cloche pour que vous soyez tenu au courant des lives parce que je les ai lancés un peu n'importe comment. Donc vous voyez, prototype top, 3 heures. Celui à 9 minutes parce qu'il s'était pas lancé, donc 3 heures, plus 1 heure, ça fait 4 heures, 5 heures, 6 heures, 6h30, 7h, 8h, 8h, et je pense que j'en ai encore un petit peu plus, mais je n'arrive pas, peut-être que je dois aller là, 8h, vous voyez, vous pouvez encore aller les vérifier, 8h, voilà, plus 9h, 10h, 11h, 12h30, 13h, 14h, 15h, 14h30, 15h. 15 heures pour faire ce jeu. Voilà, plus ou moins, hein, évidemment, parce que j'ai pas tout pu streamer, mais dans là, plus de 15 heures de live que vous pouvez aller regarder. C'est peut-être un petit peu beaucoup, mais je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa si vous pouviez me suivre sur stream. Et encore une fois, je vous invite à me dire dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser d'avoir les replays de cela. Mais comme vous voyez, il y a énormément, donc je me dis que c'est un peu trop. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo qui dure sur 15 heures, j'essaie de la résumer en 33 minutes de tout ce qui s'est passé. Je me dis, est-ce que ça vous intéresse pas un petit peu plus ? Je pense que j'ai fait un gros résumé de tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, s'il manque des trucs. Surtout ceux qui ont peut-être suivi en live, dites-moi un petit peu si j'ai vraiment oublié des grosses parties. Mais en gros, concrètement, j'ai essayé de vous faire une vidéo pour parler autour du game design. Mais de manière générale, je voulais parler du game design en vous montrant toutes les étapes qui sont passées pour créer un jeu print and play sous certaines contraintes. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Sur ces belles paroles, je vous souhaite de merveilleux prototypes. Bisous, bye bye!